Le quotidien de tout un chacun offre un panel de situations où la maltraitance est au rendez-vous. Pensons à la violence que subissent les professionnels de santé, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'on entre dans un service hospitalier, la première information que l'on reçoit, c'est cette affiche disant que toute agression verbale ou physique donnera lieu à des poursuites judiciaires. On la retrouve d'ailleurs dans la majorité des structures du service public. Comment saisir cette façon de maltraiter au lieu même d'un dispositif qui donne, qui soigne, qui conseille ? Ce colloque sur les maltraitances ordinaires est une invitation à se pencher sur ces situations qui, au premier abord, ne semblent pas logiques. Je pourrais dire en bonne logique rationnelle promue par le caractère génital si je reprenais à mon compte la théorisation de William Reich. Or, le délire a pris le dessus chez cet homme. Pour autant, je voulais évoquer ici son texte intitulé « La peste émotionnelle », auquel le docteur Delamori m'a fait référence encore récemment lors d'une réunion de travail et que j'ai voulu découvrir car son titre me semblait tout à fait à propos pour notre thématique. Et en effet, à la lecture de cet écrit, comment ne pas être sensible à la façon dont cet homme a finement perçu les effets destructeurs de la haine toujours cachée derrière des motifs en apparence entendables. Notons qu'il indique que tout un chacun est concerné par le risque d'être un des porteurs de cette peste. Il soutient également ceci, je le cite. « Si nous ne rangeons pas la peste émotionnelle parmi les autres maladies, nous risquons de mobiliser contre elle la police plutôt que les ressources de la médecine et de la pédagogie. » Cela a fait écho avec ces mots de Sigmund Freud dans Malaise dans la culture. Quant aux manifestations plus prudentes et plus subtiles de l'agression humaine, la loi n'est pas en mesure de les prendre en compte. Est-ce à dire que le traitement de la haine relève avant tout du soin psychique ? Je propose avant tout et non pas seulement, car les lois d'une société et ceux qui les font respecter participent assurément à limiter le déchaînement pulsionnel. Mais ce point m'amène à ce qui m'a guidée pour le colloque d'aujourd'hui, soit l'existence de ces maltraitances ordinaires dans toutes les branches d'une société, la difficulté évidente à en saisir les sources et la façon de les éviter ou tout du moins de les limiter. Sigmund Freud a tenté de se saisir de cette question. Je suis donc retournée notamment vers deux de ses écrits qui traitent du rapport de l'homme, avec un grand H, à la culture, de ce qui est en jeu dans le lien social, et je vous propose d'en faire une relecture aujourd'hui. Prenons d'abord l'avenir d'une illusion. La thèse de départ de Freud dans cet écrit est que chaque individu est virtuellement un ennemi de la culture. Par culture, il entend ce en quoi la vie humaine s'est élevée au-dessus de ses conditions animales. Il insiste encore. Il faut, selon moi, compter avec le fait que chez tous les hommes sont présentes des tendances destructrices, donc antisociales et anticulturelles, et qu'elles sont, chez un grand nombre de personnes, suffisamment fortes pour déterminer leur comportement dans la société humaine. Nous voilà donc au cœur de notre affaire. Nous sommes tous concernés par des tendances destructrices, et ces tendances reçoivent suffisamment d'énergie pour outrepasser l'intérêt commun et même personnel. Violenter le médecin qui vous soigne en est un exemple. Relevons déjà ici cet aspect économique si présent dans son élaboration. Pour qu'il y ait destruction, il faut suffisamment d'énergie pour ce faire. Un élément qui m'a interpellée dans cet écrit de Freud est qu'il propose de réfléchir à la manière dont les hommes pourraient mieux accepter les sacrifices, il utilise ce mot, nécessaires pour réconcilier l'homme avec la culture. Lors de mes précédentes lectures, je ne l'avais pas relevé. Le terme sacrifice et le verbe sacrifier renvoient, selon le dictionnaire historique de la langue française, tous les deux à une offrande faite à une divinité. Selon les croyances, les cultures, on sait que le sacrifice, ça peut être celui d'un animal, voire d'humain. J'ai donc relevé ce terme car son usage m'a semblé être un élément justement pour ouvrir la discussion. La vie en société nécessite-t-elle un sacrifice de cet ordre ? Faut-il que le sang coule pour que l'homme devienne un être socialement praticable pour les autres ? Ou devrais-je dire pour que son moi soit praticable pour les autres plutôt ? Mais dans le texte freudien, ce que Freud va décrire comme sacrifice fait par l'homme pour laisser la place à la culture ne se situe pas du tout du côté du sacrifice de la livre de chair, mais bien plutôt d'un sacrifice de jouissance. J'introduis ici le mot jouissance qui n'est pas dans le texte. Ce qui est sacrifié en premier par l'homme, c'est selon Freud d'assouvir ses souhaits pulsionnels que sont l'inceste, le cannibalisme et le plaisir-désir de meurtre.
Ces souhaits sont les plus anciens et leur interdit est en général partagé par tous, mais Freud indique rapidement qu'au fond, ils ne sont pas du tout éteints. Puis, dans une formule qui semble vouloir redorer un peu le blason humain, il nous dit que tout de même, au fil du temps, il y a eu un progrès de l'âme, et ce progrès, c'est l'instance du surmoi. Il ajoute « Ce renforcement du surmoi est un fonds culturel psychologique éminemment précieux. » Cette indication freudienne ne peut que soutenir l'indication faite par Fernando de Amorim de ne pas confondre le surmoi et sa résistance. À la suite, Freud souligne combien tenter de faire l'économie d'une vie en société ne réglerait rien à l'affaire. Le réel se chargerait de rappeler à l'homme qu'il est limité. Je m'arrêterai ici dans le commentaire de ce texte car la suite du propos se concentre davantage sur la question des bases animiques que Freud suppose à l'origine de l'établissement de religion. Et ce n'est pas là mon sujet pour cette journée. Prenons maintenant son texte « Malaise dans la culture », écrit 2 ans plus tard. Nous pourrions résumer l'entrée de Freud dans ce texte par cette question. Qu'est-ce que l'homme attend de la vie ? Il nous dit qu'il aspire à ne pas souffrir et à du plaisir. Il est à constater que ses attentes sont vite déçues et que l'être trouve alors nombre de remèdes. Ces remèdes, il en est peut-être de 3 sortes. Là, je cite Freud. De puissantes diversions qui nous permettent de faire peu de cas de notre misère, des satisfactions substitutives qui la diminuent, des stupéfiants qui nous y rendent insensibles. En résumé, les voix du moi fort et du symptôme. Freud précise que les aspirations de l'être à ne pas souffrir et au plaisir sont plus abordables que celles de la finalité de la vie humaine pour l'homme. Pourtant, il me semble que c'est cette question qui est intimement au cœur de ce qui peut pousser à entamer une cure. C'est que se contenter de ne pas trop souffrir et obtenir du plaisir ne règle rien à ce qui anime certains êtres. Quelque part se pose cette question, et après, qu'est-ce que je fais ? Fernando de Amorim dit souvent qu'un sens dans la vie, ça se construit. Mais pour cela, il est nécessaire de reconnaître et d'assumer son désir de savoir. Or, beaucoup de gens contactent un psychiste avec la seule intention de réduire leur souffrance et d'obtenir davantage de plaisir. D'où les demandes à répétition pour obtenir un avis, une facture, une attestation, et la haine que le refus de céder à leurs requêtes peut parfois dévoiler chez certains. La castration est d'un autre registre. Elle ne promet aucune satisfaction immédiate et ne protège pas du réel. Accepter cette castration implique plutôt de construire les conditions pour des plaisirs et une joie de l'existence qui ne sont pas indus, mais une conséquence d'un changement de position, un alignement qui ne sera plus entre le moi et les organisations intramoïques, mais de l'être avec le grand taux de barré, ce qui permettra à l'être de ne plus laisser le moi se gonfler. À ce moment-là, cela facilite une dynamique plus souple face au réel. J'utilise le terme dynamique parce que je pense autant au déplacement intrapsychique de la libido qu'au mouvement du corps. Pour répondre à la question que je posais un peu plus tôt, pour que le moi soumis aux effets des organisations intramoïques, situation très fréquemment observée chez les êtres humains, il faut bien justement que le sang coule. Il faut qu'il, le moi, se blesse ou blesse l'autre par une parole assassine, ou un agissement destructeur, pour que ces organisations tyranniques internes se calment un peu, laissant alors un laps de temps le moi un peu plus tranquille. Dans ce cas, le plus fréquent, le moi n'est socialement praticable que par à-coups. Il faut s'attendre à tout moment à ce qu'il se gonfle de nouveau et que l'ordinaire de la violence se rejoue. Et donc ici, à qui cette violence profite-t-elle ? Aux organisations intramoïques. Le moi, lui, il laisse au mieux une souffrance psychique, au pire un bout de son organisme, voire parfois carrément la vie. Même s'il se fait aussi complice du tyran qui l'habite. Mais revenons à ces diversions que l'être peut mettre en place dans sa vie. Freud relève ce qu'elle porte comme conséquence. Il prend notamment l'exemple de l'usage de stupéfiants qui permet de, je le cite, se soustraire à chaque instant à la pression de la réalité et trouver refuge dans un monde à soi offrant des conditions de sensation meilleures. Et précise-t-il, c'est bien là la nocivité de ces comportements. Il porte le cas échéant la responsabilité de ce que de grands montants d'énergie qui pourraient être utilisés pour l'amélioration du sort des hommes se trouvent perdus sans profit. Nous retrouvons donc à nouveau cette question de l'usage économique de l'énergie psychique. Pour le citer, le bonheur, dans l'acception modérée où il est reconnu comme possible,
est un problème d'économie libidinale individuelle. Il nous éloigne d'une lecture uniquement du côté d'une morale, du symptôme et de la maltraitance. Il nous enjoint à nous demander si cette énergie était disponible pour autre chose, qu'est-ce que cela donnerait ? En somme, on peut en vouloir à l'autre, que ce soit le représentant politique, le policier, le voisin, le quartier où l'on a grandi, l'épouse ou le mari, ou encore en vouloir au sort et au destin. Finalement, il va falloir se tourner vers soi-même pour construire les possibilités d'une existence plus agréable et choisir où utiliser sa libido. Pour passer un peu rapidement sur la suite du texte, donc Freud cherche à cerner ce qui entre tant en opposition avec l'exigence de la culture, et il arrive à la conclusion que le procès de la culture se rapproche fortement du développement libidinal individuel. Il aborde donc plus loin ce point qui nous intéresse spécifiquement aujourd'hui, l'homme a un penchant pour l'agression. Il précise que l'on pourrait penser qu'une culture qui permettrait une égalité de propriété entre les êtres pourrait régler cette difficulté. Mais selon Freud, il n'en est rien, l'enjeu est ailleurs. Cet enjeu se situe du côté de la dynamique pulsionnelle, et il nous en retrace sa doctrine. D'abord, la mise en opposition des pulsions du moi avec les pulsions d'objet. C'est pour ces dernières qu'il introduit le terme de libido. Il l'introduit pour désigner les pulsions d'amour au sens le plus large. Le sadisme possible du côté des pulsions d'objet pouvant être intégré dans cette lecture-là si l'on considérait qu'il appartenait manifestement à la vie sexuelle, ce sadisme. Puis, l'introduction du concept de narcissisme le mène à reconnaître que la libido peut prendre pour objet le moi propre et qu'il est même le premier objet d'investissement. C'est avec son travail sur l'au-delà du plaisir qu'il en vient finalement à opposer pulsion de vie et pulsion de mort. Je vous partage ici que la relecture de ce texte m'a permis de préciser un petit peu plus, ce qu'est la pulsion d'agression. Et il me semble que ça avait été l'objet d'une question lors d'un précédent colloque. Donc j'ai relevé l'indication suivante chez Freud. La pulsion d'agression, c'est la part de la pulsion de mort perceptible car elle est tournée vers l'extérieur. Le reste de la pulsion de mort agit silencieusement. Il précise, la pulsion de mort serait ainsi elle-même contrainte de se mettre au service de l'éros du fait que l'être vivant anéantirait quelque chose d'autre, animé ou non animé, au lieu de son propre soi. A l'inverse, le fait que soit restreinte cette agression vers l'extérieur ne pourrait qu'intensifier l'autodestruction qui, de toute manière, est toujours à l'œuvre. Ainsi, l'homme est aux prises avec cette pulsion dont il semble qu'elle le pousse soit à maltraiter l'autre, soit lui-même. C'est cette pulsion de mort qui, selon Freud, est l'obstacle majeur de la culture. Nous retrouvons donc ici la description des effets des organisations intramoïques sur la résistance du surmoi et le grand hôte non barré. Concept théorisé par le docteur de Amorim, dont nous saisissons l'importance pour construire une proposition clinique qui ne se fasse pas complice des expressions de ces dernières. Et dans ce texte Malaise dans la culture, nous allons justement de nouveau saisir comment ce concept est central et permet une avancée à partir du travail de Freud qui, une fois établi sa thèse que ce qui s'oppose à la culture c'est la pulsion de mort, en vient à examiner ce qui peut faire barrage à l'agression. Et il nous dit « L'agression est introjectée, intériorisée, mais à vrai dire renvoyée là d'où elle est venue, donc retournée sur le moi propre. Là, elle est prise en charge par une partie du moi qui s'oppose au reste du moi comme surmoi, donc le surmoi, et qui, comme conscience morale, donc conscience morale est associée au surmoi, exerce alors contre le moi même sévère propension à l'agression que le moi aurait volontiers satisfaite sur d'autres individus étrangers. La tension entre le surmoi sévère et le moi qui lui est soumis, nous l'appelons conscience de culpabilité. Elle se manifeste comme besoin de punition. La culture maîtrise donc le dangereux plaisir-désir d'agression de l'individu en affaiblissant ce dernier, en le désarmant et en le faisant surveiller par une instance située à l'intérieur de lui-même comme une garnison occupant une ville conquise. Ce que Freud met ici du côté de la conscience morale, ce que je relevais au début, je soulignais, est en fait une expression des organisations intramoïques, de ce qu'il a lui-même situé du côté de la pulsion de mort, puisqu'il nous dit que l'agression qui se dirige vers l'étranger est retournée sur le moi propre. Et c'est bien ce que nous pouvons constater dans le discours des patients et psychanalysants. Lorsque de la haine émerge envers leurs collègues au travail, ils vont tomber malades ou se blesser, par exemple. Un peu plus loin dans son texte, Freud, pourtant, en retraçant l'origine du sentiment de culpabilité, va bien différencier, il me semble, en tout cas c'est ma lecture, quand cette angoisse est tirée de l'angoisse devant l'autorité et celle ultérieure tirée de l'angoisse devant le surmoi.
Ici, il me semble que nous pouvons entreapercevoir la différence entre le surmoi et sa résistance, bien que Freud ne la précise pas. L'angoisse devant l'autorité ressort de l'effet du surmoi, elle relève de l'effet régulateur de la loi. Celle ultérieure, c'est lorsque le surmoi a échoué dans son rôle, c'est celle qui est du côté des organisations intramoïques et qui alors peut tourmenter un individu terriblement. Le malaise vient donc, comme Lacan a pu le reformuler, de ce dérèglement par quoi une certaine fonction psychique, le surmoi, semble trouver en elle-même sa propre aggravation par une sorte de rupture des freins qui assurait sa juste incidence. Ce terme rupture des freins est parlant. C'est cet emballement que l'on entend chez les patients, ce « c'était plus fort que moi ». Et ici, de nouveau, nous percevons l'importance de la lecture économique proposée par Freud. Comme nous l'avons dit plus tôt, ce qui peut faire barrage à la haine selon Freud, c'est le surmoi, mais un surmoi efficient. Sur la genèse du surmoi, Freud a construit un mythe, le mythe de la horde. Vous avez maintenant une autre façon d'entendre mon choix de titre pour cette intervention. Le crime, le bon crime, si je puis le dire ainsi, c'est celui symbolique, celui qui soumet tous les hommes à la loi, à l'interdit. Celui-ci profite à l'instance régulatrice. Et dans son texte « Malaise dans la culture », Freud nous indique ce qui peut dans la culture relever de cet effort à maintenir la loi. Pas juste la loi des hommes, mais celle qui s'articule avec le crime originaire, celle qui barre la jouissance. Il s'agit de l'éthique. L'éthique est en effet à concevoir, je le cite, comme une tentative thérapeutique, comme un effort pour atteindre par un commandement de surmoi ce qui jusqu'ici ne pouvait être atteint par tout autre travail culturel. La psychanalyse est un espace où l'aide construit son éthique, en allant puiser du côté du grand Aude Barré. Il choisit à un moment de ne plus se faire complice de la maltraitance du moi. Pour cela, il construit une éthique et, comme Freud l'a indiqué, soutenir cette dernière demandera un effort toujours renouvelé. Ainsi, si la responsabilité revient à chacun de s'inscrire du côté de la castration symbolique, soit de régler son Oedipe sur le divan plutôt que de l'étaler en place public IQUE ou public IC pour reprendre mon introduction, n'oublions pas que c'est l'effort commun qui peut aussi participer à en faciliter ou à en freiner l'installation. Comme le dit le proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant.